beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous. Alors, mon domaine de prédilection dans la chirurgie, c'est beaucoup plus la chirurgie robotique, type urologie, gynéco et autres, avec les robots da Vinci. Là, vous voyez une personne à l'école de chirurgie de Nancy qui est en train de s'entraîner à opérer. Alors, ce n'est pas vraiment des robots, c'est des télémanipulateurs, juste pour les précisions. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ceci, vous l'aviez reconnu, c'est un Mirage 2000D, bien évidemment, vous le saviez, mais je voulais juste repréciser, réaxer les choses. On peut se poser la question, alors nous ces évolutions, pourquoi est-ce que je travaille à l'Académie de chirurgie sur ces sujets-là? C'est, vous vous en doutez, dans l'aviation, dans l'aéronautique, cette technologie, elle fait partie même de notre ADN, j'allais dire. Elle est partie constitutive de ce que nous faisons, et les derniers avions de combat en sont vraiment la preuve. Et on s'interroge aujourd'hui dans l'aéronautique internationale, ça va être quoi le futur? Ce sera quoi le prochain avion de combat? D'ailleurs, on parle même plus d'avion, on parle d'un système. Et ça, je vais y revenir. On peut déjà se poser la question, et c'est les questions qu'on se pose dans ces cas-là, c'est quoi l'homme et c'est quoi la machine? Parce qu'avant de vouloir parler des interactions entre les deux, on va peut-être revoir ça. Alors, tout à l'heure, on entendait parler il faut vivre comme les Indiens dehors en plein jour. Oui, l'être humain, on est comme les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Et j'ai appris d'ailleurs tout à l'heure que notre cornée est designé comme celle des prédateurs. Merci d'ailleurs Jean-Pierre pour cette précision. Oui, là, on est il y a 3 millions d'années, voilà, on est la même chose. On a juste un environnement qui est différent. On utilise notre corps et notre cerveau de manière différente, mais notre patrimoine génétique est exactement les mêmes que ces chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Alors la machine, c'est quoi? Pour savoir ce qu'est une machine, on peut demander à la machine. J'espère que ça va fonctionner. Oui, ça fonctionne, c'est très bien. On peut demander à une machine ce qu'est une machine. Alors, on peut le faire avec ChatGPT, bien évidemment, mais c'est un peu moins visuel que notre bon vieux Google, et notamment Google Images. Et voilà, on voit justement, c'est pour illustrer justement les bugs qu'il peut y avoir, j'en reparlerai après, entre l'homme et la machine. Ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Si vous faites vous-même le test à la maison et que vous faites avec Google Images, vous verrez beaucoup d'anthropomorphisme. Ça veut dire quoi? Si vous googlez intelligence artificielle et vous cherchez les images, vous trouvez des visages humains, des têtes humaine. C'est très intéressant. Alors on se dit l'intelligence artificielle, au final, ce serait nous, mais avec des couleurs plutôt bleues, plutôt vertes. D'ailleurs, si vous faites ça sur ChatGPT, une des applications premières qui vient, c'est la chirurgie. Vous demandez à ChatGPT, lui, il prédit que ce sera avec toutes les limites qu'on peut avoir avec ce type de système, bien évidemment. Donc la machine, sinon on a déjà entendu parler de réseaux de neurones, de deep learning et autres, on peut peut-être plus préfigurer ça comme étant quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, beaucoup plus contemporain que l'homme. Alors entre les deux, l'homme, la machine, l'interface, si on reprend dans le côté, on fait le parallèle entre la chirurgie et l'aviation, au début chirurgie ouverte, on y va directement. Pour nous, les premiers modèles d'avion, c'était directement, on se greffait des ailes artificielles quelque part sur le corps. La célioscopie est venue, alors là je parle bien évidemment du domaine plus de chirurgie générale. La célioscopie, nous c'était comme nos premiers cockpits, très, très simple, en se privant d'ailleurs de certains axes de liberté, on se prive de certains degrés de liberté. La robotique, terme un peu abusif pour la chirurgie aujourd'hui, mais là c'est un cockpit de F-35, je ne peux pas mettre celui du Rafale parce que Dassault ne donne pas les droits, et là c'est un équivalent américain, et on retrouve pas mal de degrés de liberté. Et la question qu'on peut se poser est demain qui commence déjà aujourd'hui, on évoquait en ophtalmo justement, il y a des industries qui commencent à travailler sur cette notion aujourd'hui, qui commencent à travailler, qui ont déjà beaucoup avancé sur ces notions d'un robot chirurgical pour l'ophtalmologie et qui va avoir un certain degré de liberté. La question l'angle qu'on peut aborder, c'est celui de l'interface, c'est se dire, voilà, on a l'homme d'un côté, la machine de l'autre. Le clavier-souris que j'ai sous les mains, c'est l'interface entre l'homme et la machine. Les contrôleurs que vous avez vus tout à l'heure sur l'image de chirurgie robotique, c'est ça, c'est l'interface entre les deux. Le petit souci, voilà ce type de contrôleur qu'on a aujourd'hui avec les robots da Vinci de la société intuitive. Interface homme-machine, très bien. Le terme machine, il est désormais assez désuet. On va beaucoup plus parler de système. Le successeur du Rafale, le prochain avion de combat, ne sera pas un avion, c'est le SCAF, système de combat aéronautique du futur. C'est un système. Ça veut dire quoi? S'il y aura certes une partie d'avion,
piloté avec un être humain à bord, 1 ou 2 êtres humains à bord, et autour de lui des drones, des machines avec des intelligences artificielles et qui vont participer au système. Alors on retrouve toujours cette notion d'interface. Il y a l'homme d'un côté, il y a un système de l'autre, ça laisse toujours quand même deux choses assez distinctes. La réflexion que je nous propose d'avoir, c'est de partir d'un autre concept et de dire que le système, on en fait partie. Je ne suis pas en train de vous parler de vous dire qu'on va se greffer des puces dans le cerveau, c'est pas ça du tout. C'est de se dire, plutôt que de se dire d'un côté il y a l'homme, de l'autre côté il y a le système machiné, on met une interface pour que ça communique bien entre les deux. On a quand même deux systèmes, deux machins distincts, et je pense qu'il est plus utile de créer une synergie d'entrée de jeu et de se dire, et si ensemble on était une équipe. Et on distinguera dans un second temps qui fait quoi. Mais déjà, on va partir du principe que nous sommes ensemble. Nous faisons partie de la même équipe. L'arrivée du robot chirurgical dans les blocs, on considère le robot, qui n'est pourtant qu'un télémanipulateur, quelque chose qui n'a pas d'IA à l'intérieur, on considère qu'il fait partie de l'équipe. Et le feedback qu'il y a des utilisateurs de vos confrères en urologie, gynécologie, thoracique et autres, disent oui, c'est un membre de l'équipe. Et donc, d'avoir cet axe-là, ça me paraît empreint d'une certaine sagesse. Membre de l'équipe, au même titre que les IBOD, IAD, etc., qui sont avec vous en salle. Alors, la place de l'homme dans le système, on peut... Alors, ce tableau qui est du 19e siècle de mémoire, on voit une machine à vapeur assez récente pour l'époque qui est en train de tracter et de ramener au port un voilier assez désuet. Alors, je ne sais pas si vous avez la référence cinématographique, mais les deux personnes qui regardent ce tableau, c'est aussi un homme et un système, un homme et une machine du futur. Vous avez reconnu notre ami 007 accompagné de Q. Alors, Q qui symbolise, il y a du son, je ne sais pas si on Hazard, I can do more damage on my laptop sitting in my pajamas before my first cup of Earl Grey than you can do in a year in the field. Oh, so why do you need me? Every now and then a trigger has to be pulled. Or not pulled. It's hard to know which in your pajamas. Désolé pour le décalage. 007. Ok, on a Q, le jeune assistant féru d'informatique qui dit qu'il en fait plus le matin vers sa première coupe de Earl Grey avec son ordinateur. Il dit, ouais, James Bond, la partie humaine, résidente du système, il dit, ouais, mais je sers à quoi? Faut bien quelqu'un, au bout d'un moment, appuie sur la détente. Et Bond de rétorquer ou pas, ou ne pas appuyer sur la détente. Ce serait peut-être ça déjà. La place de l'homme dans le système, c'est de prendre des décisions. Et on est dans un système dans lequel il y a des moments, il faut dire go, no go, et on prend en compte, on assume la responsabilité. Ça pourrait être ça, notre place. Ça pourrait l'être. En tout cas, là, voilà ce qui est proposé. Désolé pour le... Ok. On pourrait aussi se dire que l'homme, dans ce système, va servir de superviseur. C'est-à-dire que va être là, va vérifier si la machine fait bien son travail, si le système informatique fait bien son travail. Ça, pareil, c'est open source, c'est extrait du cockpit du Mirage 2000D sur lequel je vole. Alors, je ne vais pas vous faire la description de tous ces paramètres, mais ce système, c'est ce qu'on appelle un suivi de terrain automatique. C'est un système qui nous permet de voler à en gros 60 mètres du sol, 1200 km/h dans les nuages la nuit, sans rien voir. C'est la machine qui fait tout. Ça marche plutôt bien. Je suis là devant vous, ça fait plus de 20 ans que je vole. Je sais qu'a priori, ça fonctionne bien. Je suis encore en vie. À noter que les rares fois où on a eu des crashs, et ça a été le cas encore en 2019, on a perdu deux collègues, c'est quand ils ont repris le système à la main, qu'ils ont dit « Ok, je reprends le contrôle ». Et ils n'ont pas réussi, ils se sont crashés. Défaut de technicité, les rapports d'enquête sont disponibles en ligne, tout est open source. Vous pourrez aller creuser si vous le souhaitez. Donc l'homme dans la boucle, c'est super, mais encore faut-il qu'il soit qu'il ait toujours les compétences. Le Rio-Paris, on en a entendu parler, c'était le dernier crash d'Air France en 2009, on en a entendu encore récemment parler, c'est à peu près la même chose. Au bout d'un moment, l'avion dit « je ne sais plus faire, à toi les commandes », les pilotes n'ont pas réussi à reprendre le système en main. C'est à peu près la même chose si là vous avez une voiture automatisée, et imaginons que ce soit du plus haut niveau d'automatisme et dans lequel vous ne conduisez pas et pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années vous ne conduisez pas et vous entre guillemets supervisez le système et imaginez qu'à un moment de nuit par temps de brouillard dans un virage, la machine vous dise à toi les commandes. Vous n'avez pas conduit depuis plusieurs années, est-ce que vous aurez des compétences ou pas? Personnellement, j'en doute. Donc, tiens, un petit test aussi, avant de parler d'aller plus loin.
un petit test sur notre propre système humain de perception. On utilise tous beaucoup nos téléphones portables. On a entendu le match Android versus Apple, à la limite, peu importe. On a tous sur nos téléphones portables une page principale qu'on utilise, une première page avec les icônes principaux. On la regarde tous, je ne vais pas faire de boucle là pour savoir combien de fois par jour nous la regardons, mais la question que je vous pose, et sans que vous vérifiez tout de suite, c'est comme cette page, vous la regardez plusieurs fois par jour, tous les jours, depuis longtemps, les icônes, ils ne changent pas de place non plus, ils changent rarement de place. Je gage que vous connaissez par cœur, vous pouvez me dire là avec certitude quelle est l'icône qui a le plus en haut et le plus à droite de votre page principale. Qui peut aussi, si on levait la main, si vous levez la main, qui est sûr à 100% que l'icône que j'ai le plus en haut et le plus à droite de mon écran principal, je le connais, je peux le dire, je mets un mois de salaire dessus. Ok, on a une main timide, 2 mains et demie, 3 mains qui se lèvent. Vérifiez, je vous engage à vérifier. Dégainez vos téléphones, regardez, est-ce que vous êtes surpris ou pas par ça? C'est une page que vous voyez tous les jours, que vous percevez tous les jours. Et là, ah oui, c'est bien sûr, c'est bel et bien l'appareil photo, c'est bel et bien le chrono, c'est bel et bien ça. Je le savais, évidemment. Punaise. Donc c'est quelque chose qu'on voit tous les jours et on est incapable de mémoriser ce que c'était. Ça, c'est intéressant. Est-ce que l'homme est-il un bon capteur? Point d'interrogation. Là, vous venez de regarder, je pense que vos écrans sont éteints. Question subsidiaire, c'était quoi l'icône qu'il y avait juste en dessous? Ah, punaise. Est-ce que je l'ai bien perçu? Ouais, quelque part. Alors, vous êtes plus expert pour moi, pour ça vous pouvez vous dire que ça a été perçu, mais l'information a-t-elle été conscientisée et traitée? J'en suis pas sûr. Donc, l'homme en tant que superviseur, oui, mais en tant que capteur plus complémentaire, oui, mais en tant que raisonnement, on va aller un petit peu plus loin. L'homme, si on lui donnait une tâche un petit peu plus noble, hein, de raisonnement, de réflexion, de prise de décision, je vais vous faire un petit test. Un burger et un dessert, un ice cream, coûtent ensemble 12 €. D'accord? Le burger lui-même, il vaut 10 € de plus que le sundae. Combien coûte le sundae? Qui peut me dire rapidement? 2 €? On vérifie. Le 2 €, le burger coûte 10 € de plus que 2 €. Le burger coûte donc 12 €. 12 € plus 2 € égale que 14 €. Bzzzt, mince. Il coûte 1 €. Là, on a tous intuitivement utilisé notre système 1. Je vous conseille vivement, ceux qui veulent aller très loin dans la compréhension du cerveau, le livre Les 2 vitesses de la pensée, système 1, système 2 de Daniel Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie, 2002 me semble-t-il, qui expliquera ça beaucoup mieux que moi. Pourquoi l'homme, on fait des erreurs simples, des erreurs, je dirais, stupides. Et je dirais presque, plus on est expert, plus on va faire des erreurs simples. On va se faire piéger sur des choses simples et stupides. Et des biais cognitifs, on peut appeler ça des biais cognitifs. Hein, si vous googlez biais cognitifs, préparez-vous à quelques années de lecture, parce qu'il y a beaucoup de publications sur le sujet, et de voir que l'être humain, finalement, on est comme on est. Il n'y a pas de jugement de valeur à porter, évidemment, mais on a quand même pas mal de choses qui sont un petit peu, parfois, qui sortent de la logique. L'ordinateur, c'est pareil, ça ne fonctionne pas toujours comme prévu. Et donc, on a un tandem d'un homme qui a ses perfections et ses imperfections, et d'une machine qui, de temps en temps, donne des résultats assez aberrants. Je l'ai passé très rapidement tout à l'heure, mais quand j'avais cherché cette vidéo sur Google, sur YouTube, la traduction automatique était faite en français de cette scène entre James Bond et Q, il l'a traduit comme file d'attente. A queue in English, file d'attente. Donc la machine va faire quelque chose de stupide sans s'en rendre compte, bien évidemment. On est dans ce registre-là. Je surveille la montre, on arrive, je vais en arrêter avec ce slide-là. Ce que je vous propose, que je nous propose dans cette tandem homme-machine, homme-système, on appelle ça comme on veut au final, il faut juste se mettre d'accord sur ce qu'on met derrière ces mots de vocabulaire. C'est que dès à présent, on ne soit pas en logique de supervision à se dire que l'homme, on a créé la machine, on va être au-delà de cette machine-là. Moi, je pense qu'il y a plusieurs limites à cela. Je pense que ça peut être intéressant de, dès à présent, réfléchir à plus une logique d'intervision. Comment est-ce que moi, je vais regarder comment la machine fonctionne et je vais au besoin la corriger. Les fanats d'IA vont penser tout de suite au principe de supervision,
c'est une définition différente de celle que je propose. Mais la machine aussi va me regarder. Ce serait pas mal que quand je conduis, la machine puisse voir si de temps en temps je commence à m'assoupir, si j'ai mon niveau de vigilance qui commence à baisser et m'alerter et faire quelque chose pour être sûr qu'on soit toujours une équipe efficace et toujours en pleine synergie. Et je terminerai par ce mot-là, ce concept de synergie, c'est celui qui pour nous est vital au sens premier, vital au sens premier dans la sécurité des vols. Le concept de sécurité a été abordé tout à l'heure. C'est la synergie. Ça va primer sur tout, que l'équipe aille dans le même sens, même si la décision est un peu plus pauvre, d'être en synergie l'un avec l'autre, c'est beaucoup plus important que d'avoir un niveau d'expertise très élevé d'une des personnes du groupe, mais qui rame dans l'autre sens. Si on pouvait faire ça dès à présent avec la machine de demain, moi je trouve que ce serait pas mal. Merci pour votre attention.